Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là si tôt. Alors, temps ressenti très tôt, en fait, il est 11 heures, mais merci d'être là en ce dimanche matin pour les Intergalactiques. Bienvenue à ceux qui arrivent. On va parler aujourd'hui, donc, pour lancer cette nouvelle journée, des imaginaires technologiques. On va essayer de parler d'imaginaires technologiques alternatifs par rapport à ceux qu'on nous sert à longueur de temps et qui sont très présents, sans doute trop présents dans l'imaginaire collectif, dans les infos, les news, bref, tout ce qu'on peut entendre au quotidien, puis également dans la science-fiction et puis dans l'imaginaire qu'on peut connaître largement, quoi. Pour en parler, je suis accompagné de personnes de grande qualité, parmi lesquelles Sabrina Calvo, salut. Tu es donc autrice de romans, de jeux, de nouvelles, de poésie, de BD, et entre autres, j'imagine qu'il y a encore des choses que je n'ai pas vues passer. Parmi tes productions récentes, on peut citer Toxoplasma, qui est sorti en 2017, qui a été couronné du Grand Prix de l'Imaginaire, Melmoth Furieux en 2021, et Les Nuits sans Kim Sauvage, qui est ici présent. C'est le livre Rose, qui est sorti en 2024, l'ensemble aux éditions La Volte. Et je disais donc de nombreuses contributions transmédia dans les jeux, dans la poésie, la BD, etc., avec encore de très belles choses à apparaître. De l'autre côté, accompagné de Natacha, qui est sa traductrice, Michelle O'Brien. Tu es thérapeute, enseignante et autrice. Tu as signé récemment, en 2024, aux éditions Argyll, Tout pour tout le monde, qui est le livre noir, blanc et multicolore qui est sur la deuxième table, avec Eman Abdelhadi, qui raconte les témoignages des personnes qui vivent la commune futuriste de New York après la Révolution mondiale. Donc on pourra parler de cette commune de New York libre malgré les difficultés. À côté de Sabrina également, Fanny Lopez. On s'est déjà vu, pour ceux et celles qui étaient là, sur notre table ronde d'hier à la Manufacture des Tabacs. Tu es historienne spécialisée des infrastructures énergétiques et électriques en particulier, et de leur intrication avec le numérique. Et tu as signé en 2022 de tête le livre À bout de flux, qui est un essai sur cette intrication entre réseau numérique et réseau électrique. C'est le petit livre vert. Et enfin, Cassandre Bégou, c'est Bégou ou Begou ? Bégous, excuse-moi. Tu es donc politologue, spécialiste des relations internationales, des questions de genre, et également streamer bien connu à Zawa Prod sur Twitch et YouTube et diverses autres plateformes. Et tu as co-signé un bouquin sorti récemment à l'Institut La Boétie, donc co-signé, c'est à 24 mains, c'est ça, qui s'appelle La résistible ascension de l'extrême droite. Espérons que ce soit prophétique, plus peut-être que les technologies hégémoniques dont on va en partie parler, mais on va en fait moins en parler que leurs alternatives. Je vous invite toutes et tous à faire attention au débit de parole pour que la traduction soit facilitée par Natacha et que Michel puisse être incluse dans notre échange. Quant à moi, je m'appelle Antoine Daher, je suis journaliste spécialisé en SF et notamment cofondateur d'une émission de science-fiction sur Blast, qui s'appelle Planète B. Pour commencer, je voulais citer un petit bouquin qui n'est pas un des vôtres, qui a été écrit par Nicolas Nova, qui s'appelle Le bestiaire de l'Anthropocène et que je trouvais être une bonne introduction en la matière. C'est un petit bouquin très joli que vous pourrez regarder après, qui est en fait un bestiaire sur le modèle des bestiaires un peu médiévaux, qui reprend des formes de vie, alors de vie au sens large, qui sont animales, végétales et qui sont également minérales, et qui en fait imagine ces formes de vie, enfin ne les imagine pas, plutôt les prend dans le monde réel, et qui sont des formes de vie qui sont en partie artificialisées et qui vivent à la jonction entre ce qu'on appelle en général le naturel et l'artificiel, et puis évidemment battant un peu en brèche cette distinction-là, quoi. On y retrouve par exemple les moustiques modifiés génétiquement pour ne plus transmettre de maladies, les goélands tueurs de drones, on y retrouve les agglomérats de plastique qui forment des nouvelles formes minérales, enfin pseudo-minérales dans les océans, le gazon en rouleau pour les stades de foot et ce genre de choses qui sont donc des formes de vie, on va dire nouvelles, qui sont issues donc de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Ça me paraissait une bonne entrée en matière pour
ouvrir un peu notre discussion sur les imaginaires technologiques et pour faire un pont avec la pensée de Donna Haraway qui va hanter un peu toute cette table ronde. Qui a donc écrit notamment le manifeste Cyborg et qui est très connu, et Vivre avec le trouble un peu plus récemment et moins connu. Peut-être Cassandre, pour commencer, tu pourrais nous en dire un mot parce que je pense que tu résumerais mieux Haraway que moi. Oui, c'est vrai que c'est un bon endroit pour partir puisque Haraway, en fait, dans le manifeste Cyborg, elle parle de débat et d'un moment en fait historique et politique où la question des frontières entre nature et culture se pose dans tous les champs intellectuels. Et en fait, elle pose la question du cyborg et du corps cyborg précisément au sens de l'abolition de la frontière. L'abolition de la frontière entre l'humain et l'animal, en prenant par exemple aussi l'exemple du développement des mouvements de défense des animaux qui remettent au centre le fait, qui sortent en fait finalement l'humain de son exceptionnalité souvent théologique, divine, etc. Il y a l'abolition de la frontière entre donc l'humain animal et la machine, donc au travers aussi de la compréhension de la machine à la fois comme augmentation et extension en fait du corps, et le flou de la frontière entre le physique et le non physique, notamment au travers des circuits électriques imprimés, etc. Et maintenant, aujourd'hui, Internet, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout son ouvrage est en fait traversé d'un besoin d'émancipation du récit un peu naturaliste qu'il y a dans la religion. Il y a beaucoup de références qu'elle fait à la théologie, à la psychanalyse oedipienne, etc. Et où en fait, elle se situe vraiment en fait à une intersection où si on garde ces visions de frontières rigides, ça veut dire que toutes les évolutions technologiques, toutes les évolutions sociales vont systématiquement se heurter à la nécessité de réaffirmer ces frontières. Donc, c'est-à-dire que matériellement, ces frontières s'abolissent, mais idéologiquement, politiquement, la répression va s'accentuer pour en fait les maintenir. Et l'autre possibilité, qui est la possibilité émancipatrice, qui est d'un monde précisément où on pense fluidement en fait ce monde sans frontières, quoi. Haraway a été une grande inspiratrice de la science-fiction parce que déjà elle s'est réapproprié certains de ses motifs, le cyborg en particulier, mais également donc elle a été citée même nominativement. Il y a un portrait d'elle dans un personnage secondaire de Ghost in the Shell 2 par exemple. Je ne sais pas si vous aviez la ref en tête, mais il y a une scientifique qui est littéralement Donna Haraway, redessinée par l'équipe du film, qui est un super film par ailleurs. Ça permet de poser cette question en fait de ce qu'on appelle comment dire, enfin ça permet de remettre en question plutôt plus que de poser la question, de remettre en question les appels à la nature ou à la nature humaine supposée qui peuvent parfois exister dans l'imaginaire et dans des imaginaires technologiques ou en tout cas qui se veulent technocritiques. Et par exemple le post-apocalyptique. Fanny, dans À bout de flux, ton livre sur les infrastructures, tu tires une balle à un moment que je trouve assez mérité à ces imaginaires-là qui parfois font des appels, donc je pense au post-apocalyptique, mais aussi des imaginaires écologistes aujourd'hui, etc., qui peuvent faire des appels en fait à la nature ou à la nature humaine ou à la condition humaine comme si c'était des choses intangibles. Et ça pose cette question, comment faire, peut-on seulement être technocritique sans sans risquer de devenir réac ou essentialiste à minimum? Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, alors peut-être au moment où j'ai écrit À bout de flux, j'avais l'impression, je me disais, mais les imaginaires techniques ont l'air d'être un peu pris en étau entre, d'un côté, toute l'hégémonie culturelle, hyper techniciste, progressiviste, etc., en lien avec l'histoire du progrès, et de l'autre côté un rapport à la nature qui relève parfois d'une certaine fétichisation, naturalisation, en gros les infrastructures où le monde devient un monde, les infrastructures deviennent des objets techniques comme ça dans un monde effondré, et la question que je me posais, c'était en effet comment sortir la technique de sa seule relation à la prétendue histoire du progrès, avec tout ce qu'elle emmène avec elle, l'impérialisme, le communalisme, l'extractivisme,
le colonialisme, l'écocide, etc., sans tomber dans la technophobie en disant, en fait, entre la 5G et la bougie, il y a un éventail de possibles, dans l'histoire des techniques notamment, et qu'il faut peut-être réactiver. Donc moi, je travaille en particulier sur les infrastructures électriques, qui sont des objets qui nous semblent excessivement complexes à démanteler. Donc il y a aussi une sorte de sidération. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance à se dire partons vivre dans les bois, construisons notre petit jardin, notre petite cabane, on va manger des baies, vivre avec son petit panneau solaire thermique. Mais est-ce que les pensées de la marge sont accessibles au plus grand nombre? Ça pose quand même un certain nombre de questions. Donc comment sortir de la sidération, s'attaquer à ces grands objets techniques et donc se rapprocher un peu du monstre moderne, de ces objets techniques dont on hérite, de ces matrices technologiques qui ont participé à définir nos modes de consommation, nos modes de vie, notre rapport à la nature, etc. Et de se poser la question de savoir est-ce qu'on peut transformer, mais aussi réutopiser la technique. Et là, ça fait aussi référence à l'ouvrage, une question que pose aussi Alice Karabédian, sortir de l'imaginaire des cabanes et des ruines. Et est-ce qu'on peut réimaginer des ensembles techniques qui soient plus émancipateurs? Moi, je travaille pas mal en ce moment sur la notion de communalisme électrique, municipalisme énergétique, techno-régionalisme, toutes ces notions qui permettent Et la réponse, donc, est oui, je pense qu'on peut s'intéresser à la technique sans être réactionnaire et technophobe, évidemment. On espère, ouais, effectivement. Quand tu parles de grands objets techniques, pour préciser, peut-être avec des exemples que tout le monde ait en tête, ce que pourraient être ces grands objets techniques. Moi, je crois que c'est les centrales nucléaires, les plateformes pétrolières, les autoroutes, ce genre de choses. Oui, alors dans la famille des infrastructures, il y a plusieurs familles. Il y a les télécoms, les objets de la mobilité, les déchets, l'énergie. Et dans la famille de l'énergie, moi je travaille plus spécifiquement sur le réseau électrique. Et quand on dit réseau électrique, en effet, il y a trois entités, les objets de la production centrale, etc., mais aussi les réseaux de transport et de distribution. Et moi, c'est plus spécifiquement sur ce segment-là que je travaille, en disant, en fait, changer de société, c'est changer d'infrastructure, et changer l'architecture des réseaux, pas seulement la production, mais changer vraiment la façon dont on distribue, dont on amène. Enfin, c'est aussi excessivement politique. Donc oui, quand je dis les infrastructures, en effet, ce sont des objets techniques qui font circuler des flux de matière, d'énergie, de vivants, etc. On va essayer d'articuler un peu plus et de ralentir un petit peu le rythme pour laisser le temps à la traduction. Tu parlais de communalisme technologique. C'est intéressant parce que c'est un point commun entre tes derniers romans, Sabrina, et celui de Michel. Que ce soit dans Melmoth Furieux ou Toxoplasma. Donc c'est pas les tout derniers, puisque le tout dernier c'est celui-ci. Il y a ce point commun que la commune, comme dans Tout pour tout le monde, devient la forme d'organisation sociale d'un monde, peut-être pas post-effondrement, parce qu'il n'y a pas d'effondrement au sens unique et abrupt, etc., mais en tout cas devient la forme d'après un délitement, d'après un changement ou un ensemble de changements dans le monde, quoi. Du coup, je me tourne vers vous deux. Alors, pour celle qui voudra répondre en première, ce serait quoi un communalisme et comment pourrait-il être vu sous l'angle du communalisme technologique, sous l'angle des technologies? Je passe à Sabrina si tu veux commencer ou non. Alors Michel. In my book, Everything for Everyone, it's a collection of fictional oral histories with people about their participation in a global communist revolution that successfully abolishes and overcomes private property in the state and wage labor. Donc dans mon livre Tout pour tout le monde, ce qu'on fait, c'est une succession de témoignages oraux qui construisent une histoire orale de gens qui racontent leur participation dans justement cette révolution qui a réussi à abolir la propriété privée, réussi à abolir le capitalisme et le travail salarié. But technology is very important in the world after the revolution. It is still deeply integral to people's lives. That technology is, as we're beginning to allude to, a bundle of social relations, and these social relations can be fundamentally transformed
And these technologies can be transformed, but don't need to be simply abandoned in mass. Mais justement, ces technologies, comme on commence à en parler, en fait, elles restent quand même au cœur de la vie des gens. On commence à en parler là, autour de cette table ronde, comme un nœud de relations sociales. Et en fait, ce nœud, ce réseau de relations sociales, il peut être fondamentalement transformé. Il peut continuer à faire partie de la vie des gens et prendre une forme totalement différente. And the commune, as you asked about, becomes the social forum for people to work out the role of technologies in their lives, to strategize and network together about how to meet each other's collective needs, how to rebuild infrastructures of communications and circulation of needed goods, and to argue about what sorts of large-scale technological infrastructure is needed in the world. Et donc à ce moment-là, la commune devient en fait le moyen, le lieu pour que les gens puissent discuter, puissent chercher des stratégies collectivement pour gérer justement ce rapport à la technologie, pour en parler, pour trouver des solutions et puis aussi pour se disputer sur en fait que peut faire cette technologie à large échelle, comment est-ce qu'elle peut le faire. Et c'est le lieu de la commune qui permet ça aussi. Peut-être un mot notamment sur le spatial, la réappropriation du domaine spatial qui est vraiment quelque chose d'énorme qui paraît difficilement appropriable par les personnes elles-mêmes et qui pourtant dans le roman c'est le cas. Is there a question? Est-ce que tu peux nous expliquer comment le spatial est réapproprié dans Tout pour tout le monde par la commune ou les communes en réseau pour continuer l'exploration spatiale? Oh, like outer space. Okay, yes. So this is by far the most controversial part of our book amongst the left. That, you know, there's a lot of people on the left, for very good reasons, who are strongly opposed to space travel, given its immense consumption of resources, its historical roots in the Cold War and nationalist military conflict, and its current dominance by billionaires. Alors oui, effectivement, c'est alors l'utilisation de l'espace dans le roman, c'est en fait la partie la plus controversée de notre roman, notamment auprès de nos camarades de gauche. Pour beaucoup de personnes de gauche aux États-Unis, c'est quelque chose auquel on est très très opposé, la conquête spatiale ou l'exploration spatiale, notamment à cause de la très grande consommation de ressources, mais aussi en fait à cause du fait que ça prend racine dans la guerre froide, que ça prend racine ensuite dans vraiment une idéologie nationaliste, et puis le fait que c'est aujourd'hui monopolisé par des milliardaires. But in our book, we have a chapter of a revolutionary aerospace engineer talking about the strategizing amongst technology workers and workers surrounding space of how to fundamentally transform our relationship to space travel. Mais donc en fait, dans le livre, il y a tout un chapitre où on a un ingénieur aérospatial révolutionnaire qui discute de la manière dont les travailleurs du domaine aérospatial ont stratégisé entre eux et ont discuté sur comment est-ce qu'on pouvait vraiment justement révolutionner notre rapport à l'espace et au voyage spatial. She recounts the seizing control, the communization of the ground support for the orbital communities of billionaires, and then cutting off all their resources, leaving them either to try to return to Earth or to die. Et donc, cette ingénieure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle raconte la manière dont tous ces travailleurs ont en fait pris le contrôle du centre de support sur Terre, qui soutenait tous les milliardaires qui étaient dans l'espace, et les a concrètement empêchés de redescendre en prenant le contrôle justement de tout le système de support vraiment terrestre. And after much global debate after the revolution, the decision was made to build travel to Mars
and to begin construction of a space elevator in Quito. Et donc après énormément de débats mondiaux, la décision a été prise de permettre le voyage vers Mars et de construire un ascenseur spatial. For me, I think it's very powerful when people try to encounter something very strange and very counter to what we know. That it's an opportunity to learn a tremendous amount about ourselves and the other and the universe. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose de très puissant quand en fait les gens essayent de venir se confronter à quelque chose qui est si étranger à nous et que c'est vraiment une chance, une possibilité de pouvoir apprendre énormément de choses sur nous-mêmes, sur les autres, sur la manière dont on fonctionne. But in science fiction, this is so dominated by the imaginary of colonialism, of the colonial encounter of Europe and the Americas. We talk about settlements, colonization, frontiers. We use the language of colonial violence and domination to imagine our relationship to space. Mais en fait, en science-fiction, c'est quelque chose qui est largement dominé par l'imaginaire colonial. On parle, quand on parle de coloniser l'espace, on parle de justement former des colonies. On parle de la frontière, ce grand concept de la colonisation américaine. On renvoie vraiment à cet imaginaire de la confrontation entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est vraiment cet imaginaire colonial-là qui, en général, domine les imaginaires science-fictionnels. So a fundamental task for humanity is to discover ways of encountering strangeness and the other and newness, things that are quite different from us, beyond a framework of colonial domination. Et donc une tâche qui est absolument fondamentale pour l'humanité, c'est justement de dominer cette peur de la découverte de l'autre et de réussir à sortir, à s'extraire de ce cadre-là idéologique de colonisation et de domination. This is the core theme of a chapter that I'm working on right now for our next book. Et ça, c'est le thème central d'un chapitre sur lequel je suis en train de travailler en ce moment pour notre prochain livre. Et merci beaucoup. Sabrina, dans tes romans récents, notamment dans Les Nuits sans Kim Sauvage, c'est pas de l'espace qu'il est question, mais plutôt du cyberespace. Et moi, j'y vois cette tension aussi entre l'héritage d'une technologie qui est ultra capitaliste, ultra hégémonique, etc., qui est dominée dans Les Nuits sans Kim Sauvage par les marques de mode, les grandes maisons de luxe, etc., et qui pourtant, pour les personnages, permet une réappropriation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment jouer ce numéro d'équilibriste entre des technologies dont on voit bien les travers et dont on voit bien les problèmes qui y sont inhérents, et en même temps, comment on peut en faire quelque chose d'émancipateur et de nouveau et de souhaitable. Alors, bonjour. Dans un souci de construction de communauté dans ce festival, je voudrais présenter mes excuses à la personne qui était à la porte tout à l'heure et qui a refusé que je prenne mon thé avec moi. Ce n'était pas terrible car je l'ai pris avec moi. J'ai une gueule de bois, j'ai bu trop de clairette hier soir. J'avais vraiment besoin de boire du thé. Évidemment, j'étais en retard. Je n'ai pas pris le temps ni le soin de prendre la mesure des règles qui allaient m'empêcher de me rafraîchir et de réchauffer ce début de bronchite. Voilà. Non, ça va, je réfléchis juste. Alors, par où commencer ? Alors, moi déjà, il faudrait déjà que je mette des genres de principes à ce que j'ai envie de dire ce matin, parce que je me prends quand même la tête quand je vois des gens qui réfléchissent très profondément à ces sujets, alors que moi, globalement, je les vis dans mon quotidien, dans mon corps et dans mes pratiques, mais je les intellectualise, mais très très peu. Et du coup, je vais plutôt parler en termes de pratique. Ce que pourrait éventuellement dire ce grand écart entre, on va dire, l'orientation encodée à l'intérieur même de la technologie et de nos usages techniques et notre désir de réunion, d'assemblée, d'amitié, de lien et de sens. Il me semble
je peux me tromper, que nous sommes dans un moment de grand fail cognitif. Notre problème, il est métaphysique. Nous sommes dans un endroit où la question même de la relation à l'autre est questionnée par le biais de confiance. Nous n'avons plus confiance. Nous n'avons plus confiance dans ce que nous recevons comme output du monde qui traditionnellement était assigné à des narrations que nous partagions toutes plus ou moins. Et je ne parle pas des grandes narrations postmodernes écroulées, c'est pas de ça dont je parle. Je parle juste simplement de la matérialisation du principe de réalité dans nos échanges. Échanges qui sont eux-mêmes complètement warpés par l'intention qui a créé le besoin de technologie en amont. Ça veut dire que globalement, à partir du moment où nous n'avons plus confiance ni dans ce que nous recevons, ni dans ce que nous émettons, nous n'avons plus de tissu pour nous relier. Ce lien brisé, ce lien défait, me semble être la première condition à réparer pour pouvoir même se poser la question, en fait, du communalisme technologique. Car nous ne pouvons pas envisager que la technologie soit une solution à des problèmes dont nous n'avons pas besoin. Moi, je suis team bougie, vous savez. Donc, je suis tisserande. Je travaille avec des technologies qui ont plus de 20 000 ans. Même si, effectivement, je prends mon mail, que je me suis coupé d'un certain nombre de choses qui me parasitaient dans la vie, en termes d'addiction, en termes même de confiance en moi-même, parce que c'est le lien à la société, le lien à l'autre, mais c'est aussi le lien qui nous relie à nous-mêmes. Il m'a semblé intéressant d'amener un endroit saillant de notre expression qui est à ce point déchiré tel le tissu entre une captation continue de nos rêves par le biais matériel, aka les maisons de mode, qui fabriquent en temps réel la tendance de ce qui est l'expression de notre intimité collective et qui se rafraîchit de plus en plus vite au fur et à mesure que les usages technologiques nous enjoignent à rafraîchir notre taux d'identité, enfin c'est le taux de rafraîchissement de notre identité qui s'accélère, et que le vêtement, là, est central. Tout le monde se fringue depuis la nuit des temps. Okay ? Donc, à partir du moment où l'expression par le textile, l'expression par la silhouette et la tension douce entre le corps et le textile, le corps et la coupe, sont toujours des enjeux politiques et des enjeux sociaux de lien aux autres et d'exclusion, nous pouvons nous placer à un endroit où l'extrêmement, j'ai envie de dire, le maximalisme des maisons de mode, quelle que soit leur intention minimaliste, commerciale, et l'intimisme de notre nécessité absolue de hurler à la face de l'autre notre besoin de lien et notre besoin d'amour par le vêtement, par le mouvement, par le geste. Alors, se mettre à ce point d'équilibre-là entre l'abysse et l'expérience du champ de bataille humain dans ce qu'il a de plus terrifiant, c'est-à-dire juste cette petite voix et cette petite bougie qui brûle dans les ténèbres, ça me semblait assez intéressant d'écrire 1500 pages dessus. Voilà. Et on vous renvoie au roman parce qu'effectivement, ça parle de ça. Et enfin, c'est... En fait, il y a une analogie, il y a un glissement dans ce que tu dis entre... j'ai cru comprendre un glissement entre le côté cyberespace, réseau, etc. Et puis en même temps le tissu, la toile, ce qu'on appelait autrefois la toile en parlant d'Internet, pour les gens qui étaient là à l'époque. Il y a ce glissement entre à la fois la toile de réseau qui nous relie, la toile qu'on porte, enfin le fait de tisser, le fait de coudre, etc. C'est une pratique que tu as aussi. Tu veux nous en développer un peu ce lien entre les deux ou... Oui, et du coup, je peux peut-être reprendre un fil sur le communalisme dont on parlait, et notamment l'enjeu des signes de reconnaissance dans la commune pour pouvoir créer en fait des territoires à la fois psychiques et à la fois matériels. Pour moi, tout est robe, hein, cette table est robe, tout.
j'ai pas trop envie de parler de ma pratique parce que ce serait vraiment ramener tout le temps le truc sur donc c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, mais par contre je pense qu'il faut faire attention à la sémantique, c'est-à-dire que oui, on parle de toile, de web, enfin whatever, la racine de texte c'est un truc qui a la racine de textile aussi, enfin je veux dire c'est très facile, on écrit comme ça, on coud comme ça, enfin le geste de la main. On peut se réapproprier, on va dire, un certain nombre de paramètres de notre expression et un paramètre de notre réunification et de notre réconciliation par le travail du cœur et de la main, qui me semble être essentiel aujourd'hui à revivifier et à recommuniquer à nos communautés, à nos élèves, à nos bien-aimés, et de le pratiquer de manière, alors j'ai pas envie d'utiliser le mot radical parce que ça commence à me saouler d'utiliser ces mots-là, mais on va dire snob. Ah, je suis bien contente de ça. Et je pense qu'il faut qu'on revienne un peu à un snobisme du cœur, parce qu'on est toujours dans un tiraillement entre la jalousie de ce monde qui s'est accompli malgré nous, Exactement. Et notre frustration de ne pas y avoir participé et de ne pas pouvoir y participer, et j'en suis la première à le regretter, vu que ça fait 30 ans que je travaille et que globalement j'ai toujours vendu le même nombre de bouquins, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais qu'importe, peut-être que me réfugier dans le travail signifiant du cœur me permet d'avoir ça, et donc du coup forcément, quand on se pose la question du cyberespace comme territoire, comme on doit se poser la question du territoire aujourd'hui dans la création de sens, et donc de création de mythes en temps réel, car c'est ce que nous faisons, on ne peut pas envisager l'échec massif de ce qui s'est passé dans le cyberespace. Je viens d'une génération qui a mis toute son utopie, tout son désir et toute son énergie dans la construction de ce cyberespace qui est devenu globalement un parc d'attractions, theme park. Ouais. Et dont nous sommes volontairement les esclaves, pour pas grand-chose. Esclaves dont nos maîtres monétisent la capacité d'action. Et en même temps, on nous entend, oui, mais c'est comme ça, tout le monde fait ça, machin, etc. Moi, j'en suis arrivé à essayer de casser mon téléphone. Ça fait 6 mois que j'essaie de péter mon téléphone, en me jurant que plus jamais je n'utiliserai de téléphone de ma vie, que j'ai effectivement un tout petit téléphone avec le SMS de ma meuf et le CEF de ma mère dedans. N'y voyez pas du tout de corrélation, mais c'est juste pour survivre si jamais j'ai un accident. Bon. Mais j'essaye de péter mon téléphone car je n'arrive pas à me défaire de mon téléphone. Okay, et donc, je me retrouve, moi, matériellement prisonnière d'une dystopie que j'ai contribué à créer, comme chacune de nous. Je ne veux plus entendre le discours de « c'est comme ça, il faut s'adapter ». Non, si on veut s'adapter, il va falloir s'adapter à ce qu'on ne demande pas massivement de la part du monde. Donc il me semble que le terrain cyber, au sens de matière de navigation, je le prends au sens grec du terme, de matière de navigation de notre information collective et intime, représentée visuellement ou sémantiquement, ça doit faire partie de nos lieux de lutte, mais pas de nos lieux de lutte depuis le point de vue du maître colonial, mais depuis le point de vue non plus des ruines, mais depuis le point de vue du cœur. Et dans le cœur, il ne peut pas y avoir compétition, il ne peut pas y avoir mise en comparaison, il ne peut pas y avoir appropriation, il ne peut pas y avoir consommation. À partir du moment où on s'adapte à ça, je pense qu'il est possible de recréer dans les friches et les terrains vagues, qui ne sont pas des ruines, qui sont des potentiels, des nexus, des lieux de sens que nous pouvons partager de manière microscopique et que nous pouvons interfacer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique, c'est pas du tout théorique. Et du coup, peut-être qu'il y a là une des portes de sortie à ce fail cognitif pour recréer de la confiance à partir du cœur. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, avant même de poser la question des ressources technologiques, avant même de poser la question de la nécessité de l'expression de l'être, c'est vraiment de retrouver cette lumière-là et ce chemin de lumière ensemble. Voilà. Merci. Fanny, tu voulais rebondir ? Oui, je vais peut-être
dire un mot là-dessus. Et si on revient sur des questions sémantiques aussi et de termes, je me disais, en fait, le réseau, la notion même de réseau, ça vient du mot rétis, donc c'est à la fois le filet et la maille, et c'est à la fois le lien, mais aussi le contrôle. Enfin, il y a cette tension un peu dans la notion même. Alors d'un côté, on a les grands réseaux monstrueux du capitalisme, mais si on revient aussi à le réseau, ça peut aussi être quelque chose qui relie. Et dans l'histoire des techniques et dans l'histoire des utopies techniques, moi que j'ai regardé dans le cadre de la thèse que j'avais faite, notamment sur les utopies électriques, mais en fait qui correspondent à une histoire de la pensée décentralisatrice, se souvenir que tout au long de l'histoire des techniques, il y a eu des batailles de courants, de visions, ouais, tout au long de l'histoire, des tentatives de fabriquer. Alors quand je dis de l'infrastructure, hein, ça peut être de petites infrastructures, c'est la figure, on va dire, du moulin, du petit barrage hydroélectrique, de l'aqueduc, enfin des monuments low-tech aussi d'une certaine façon, on pourrait dire, qui font aussi communauté, qui peuvent aussi être des objets de rite et de communauté. Et l'histoire des techniques en est pleine. Et peut-être juste, je veux bien citer juste 2 exemples. J'avais travaillé sur un ingénieur américain qui s'appelait Ed Zeller, qui en 1840, donc c'est avant le début de l'histoire de l'électricité, enfin avant que l'électricité arrive avec Edison quelques années plus tard. C'est une utopie technologique complètement dingue. C'est aussi un conte philosophique sur la fin du travail, puisque l'idée c'était de fonder des communautés affinitaires et qui fonctionneraient avec une sorte de machine, ou aujourd'hui on dirait un micro-réseau, qui fonctionnait avec les énergies du vent, la chaleur du soleil, enfin, et voilà, donc je ne développe pas là-dessus, mais il y a quelque chose d'assez fort là-dessus aussi sur le rapport à la communauté. Et aussi... Ça va ? Ok. Et aussi, alors ça c'est peut-être plus une histoire en France, mais au début de l'histoire de l'électricité, dans certaines communes et dans beaucoup de communes, dans la majorité des communes, l'électricité c'était une compétence communale. Et ensuite on a eu EDF, on a eu la centralisation et on a eu vraiment une défense des communes qui ont lutté dans les années 30, mais même aussi dans les années 40, et à la tête même d'EDF, quand le monopole était en train de se créer, ces communes elles ont lutté pour garder cette compétence communale en disant non mais nous on veut gérer à la fois la production, la distribution électrique, le transport, ça nous permet de ramener aussi des revenus, de faire aussi des choix technologiques. Donc il y a une histoire du municipalisme électrique qui était géré par les communes, qui ont essayé de résister à la nationalisation. Et donc c'est une histoire très belle, mais qui essayait aussi de penser la solidarité territoriale, puisque ces communes s'étaient mises en syndicats et en disant bah alors comment faire aussi pour penser une solidarité territoriale et pardon, excusez-moi, ça me perturbe, mais c'est très important de faire, parce que sinon j'ai pas tendance à parler hyper vite. Donc voilà, penser la solidarité territoriale, et donc elles ont résisté, elles ont aussi proposé un modèle, voilà, c'est ça que je voulais dire, un modèle qui disait en fait, ok, on veut bien qu'il y ait un réseau national, interconnecter nos réseaux de distribution, mais par contre, il y aura un pilotage régional, donc qui puisse se faire soit à l'échelle des régions, soit à l'échelle des départements. Donc c'était une vision plutôt décentralisatrice du réseau électrique, et il y a eu des débats à la tête même d'EDF, et puis les grands corps d'État, les polytechniciens, les industriels ont plié le game, mais voilà, il y a aussi cette histoire-là qui est très vive, et moi qui me passionne beaucoup de ce municipalisme électrique à des échelles très différentes, hein, que ce soit la petite commune ou le petit village de 400 habitants, ou de plus grandes villes, hein, et aujourd'hui il en reste presque 200, hein. En fait, elles ont tellement lutté au moment de la création d'EDF en 1946 que EDF a dit oh là là, alors vous on va vous laisser tranquille parce que sinon vous allez faire éclater notre projet de centralisation, donc gardez votre gestion en régie communale, et aujourd'hui il en reste. Alors elles tendent à être Enedis essaye de reprendre la main dessus, mais du coup c'est aussi des modèles d'une autre façon de penser l'énergie à des échelles très locales, et c'est très intéressant.
Cassandre, j'en appelle à ta casquette sur les relations internationales, puisque tu es un spécialiste aussi du sujet. Est-ce que tu as des exemples de ce que pourraient être comme ça des initiatives? Tu me regardes avec un air qui a l'air de dire non, donc si ce n'est pas le cas, je rebondis, il n'y a pas de souci. Je me demandais peut-être tu avais des exemples soit de communautés à des échelles plus locales, soit des échanges internationaux qui pouvaient mettre un peu en œuvre cette solidarité technologique et si c'est vraiment à côté de la plaque, tu me dis. Hein. D'accord, pas de souci. Je vais donc rebondir. C'est pas évident. C'est un peu hors de mon champ de compétences là-dessus. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, je vais te demander alors un truc plus perso. Ah, on a une rupture de micro. Ouais, c'est un peu. Ok. Mais on va. Ok. Peut-être un témoignage un peu plus personnel, du coup, personnel et professionnel. Comme tu fais partie donc de la boîte de prod Zawa Prod, dans laquelle vous avez à cœur comme ça de diffuser des idées de gauche, des idées progressistes, etc., tout en utilisant d'une certaine manière les réseaux de l'ennemi, enfin si on peut dire. Vous utilisez donc Twitch, YouTube, etc. Est-ce que Enfin, j'imagine que c'est des questions que vous vous êtes forcément posées, que vous vous posez un peu tous les jours. Comment vous arrivez à naviguer dans cette contradiction apparente? Est-ce que c'en est une? Et puis comment faire pour rester peut-être à la fois efficace politiquement et puis en même temps enfin, j'ai fini ma question. Ouais. D'une certaine façon, tous ces réseaux-là sont des réseaux de gouvernance. Et en fait, il faut les traiter comme ça. Amazon, c'est une forme d'État qui gère l'organisation politique de ces trucs. Et donc, forcément, lorsque on est dépendant de l'accès à Internet, quand on est dépendant de plateformes pour diffuser de la parole, et les médias, y compris les médias nationaux, etc., en sont aussi dépendants. Hein. Les journalistes sont sur X, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrôle de la part, je ne sais pas, du journal Le Monde sur ce que les journalistes vont dire. Mais par contre, tous les journalistes de France et du monde entier dépendent de X pour diffuser leurs paroles et créer en fait leur chambre d'écho à eux de ce côté-là. Donc, en fait, quand on se pose cette question en tant que créateur de contenu, que ce soit youtubeur, que ce soit streamer, on se pose finalement la même question que celle d'agir depuis l'État français, en fait, tout simplement. D'agir depuis le set de lois et de règles qui nous régissent. Et en fait, c'est une réflexion très semblable à la lutte politique, dans le sens où on peut réfléchir à la lutte politique en termes de sabotage, prendre le maquis je ne sais pas, par exemple, c'est un exemple typique des personnes qui aident les personnes migrantes et exilées à traverser les frontières, qui se mettent en situation d'illégalité pour garantir justement la liberté, la garantie de la sécurité de la personne. Et de cette même façon, il y a des stratégies pirates qui peuvent consister à construire ses propres réseaux, ou alors à détourner les usages de ces réseaux, etc. Et il y a une autre stratégie, qui est finalement semblable à celle d'un parti politique national qui se présente aux élections, qui est celle de parier sur le fait que, à partir du moment où ce sont des structures qui peuvent être semblables à ce qu'on connaît de l'État, et bien dans ce cas, le rapport de force s'y applique aussi, le rapport de force politique s'y applique aussi. Donc par exemple, dans le cas de Twitch, les lois nous sont très favorables, puisque la politique de modération, de fait, est assez libérale, etc. Dans le cadre de Twitter, pour le coup, de X, on est dans le fascisme. Donc en fait, ça se pose la question de comment est-ce qu'on détourne les usages de ce qu'on connaît des usages de l'algorithme, par exemple. Dans le cas de TikTok, finalement, il y a un truc qui m'a fasciné, par exemple, dans la façon dont la modération et la censure en fait, qui s'est opérée sur TikTok a créé des nouveaux espaces de langage. Parce que finalement, c'est une question de communication. Par exemple, il y avait une censure des contenus LGBTI, même une censure quand on parle de violence, etc. Donc, on a développé d'autres mots pour continuer de parler de ces choses-là censurées. Et en fait, une nouvelle grammaire qu'on retrouve maintenant dans le langage quotidien. Quand, par exemple, en anglais, comme il ne faut pas dire tuer quelqu'un, on dit unalive someone. Aujourd'hui, même dans la vie quotidienne hors ligne, des gens utilisent ce terme, etc.
Et ça peut avoir des débats sur est-ce que dire unalive ou enlever la vie, ôter la... Bah oui, en fait, on dit déjà ôter la vie en français. Est-ce que ça enlève de la puissance saisissante du mot tuer, mais en même temps, ça ramène au cœur du truc qui est la question de la vie, qui est centrale dans le questionnement politique. Donc bref, donc en fait, finalement, toutes ces évolutions de même simplement le contournement de la censure nous impliquent forcément à penser d'une façon subversive en fait vis-à-vis des réseaux. Après, la question qui nous échappe là-dedans, c'est celui justement du contrôle de cette infrastructure. Et c'est en tant que, en tant qu'utilisateur, en tant que créateur, c'est une réalité avec laquelle on est forcé de composer, tout comme on est forcé de composer avec le fait qu'on a un passeport et une carte d'identité. Et en fait, simplement, c'est la question du degré d'autonomisation et du degré de comment on appelle ça, mince, désolé, le mot m'échappe. Mince, du coup, c'est le... Merde. Bref, bon. De la condition de possibilité, finalement, de créer dans la lutte politique, par exemple, lorsqu'on va créer du contenu sur Twitch, etc., de pouvoir créer aussi les conditions de possibilité d'avoir suffisamment de recul vis-à-vis de la plateforme, tout comme quand on va critiquer l'État français, d'avoir en tête, par exemple, une donnée assez intéressante, c'est que Twitch ne rapporte rien à Amazon. Amazon est totalement déficitaire, ça coûte un pognon de dingue de faire de maintenir ses serveurs, etc. Et d'utiliser cette contradiction fondamentale du capitalisme et de cette structure-là pour dire, super, ça rapporte pas de thunes à Jeff Bezos, donc vous pouvez sans problème continuer de nous soutenir sur ce réseau, parce que tant que vous le faites, finalement, si on réussit notre lutte, si on réussit à être majoritaire sur cette plateforme, finalement on les aura baisés à leur propre jeu aussi, quoi. Voilà. Alors d'une manière un peu particulière, mais tu voulais... I did have a little bit I wanted to say. I work as a psychoanalyst as my day job. And one thing that I think about a lot is language, how central language is for our lives, for our mediating our relationship to the world and each other. Oui, je voulais rajouter quelque chose parce qu'en fait, mon travail, mon gagne-pain, je suis psychanalyste. Et quelque chose auquel je pense beaucoup, c'est la langue et la manière dont la langue permet de nous connecter, de nous relier justement de cet outil de médiation. We're at a conference festival about books and about writing in part, and there have been several comments that have referenced the contradictory nature of language. On est à un festival, une conférence qui parle principalement de livres, et en fait, ça fait plusieurs fois qu'on aborde cet aspect contradictoire de la langue. There's a way of understanding much of human misery and the psychopathologies as being people grappling with the fact that language is an alien force that rules over and through us. Et il y a une manière de comprendre le malheur humain ou les difficultés qu'ont les gens avec le fait qu'on est tout le temps en fait en train de se battre, on est tout le temps aux prises avec cette idée que le langage, c'est cette force un peu étrangère qui nous domine complètement. But it's also our main means of connection with each other, of a creative remaking of the world around us, and a claiming of our experience as subjects. Mais c'est aussi notre moyen principal de se connecter les uns aux autres, c'est notre moyen principal de recréer des choses, et c'est aussi notre moyen de revendiquer nos identités, qui nous sommes. There's nothing natural about language. Il n'y a rien de naturel en fait dans la langue. And this dual character of it both being an alienated force and it being our creative capacity for connection is actually true of all technologies. Et en fait, cette espèce de personnage à deux faces qui est la langue, qui à la fois est une force qui nous aliène et qui à la fois est notre moyen créatif de connexion aux autres, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les technologies. So people think of technology as this, recent arrival that's particularly alienated.
but that this is actually fundamental to the human experience. Et donc en fait, les gens pensent à la technologie comme quelque chose qui est arrivé récemment et qui est particulièrement aliénant, alors que en fait, cette expérience-là, c'est quelque chose qui est très ancien et qui est une part fondamentale de l'expérience humaine. So the stakes of this panel are very high. Donc les enjeux n'ont jamais été aussi hauts. Je peux dire un mini truc ou... Oui. Non, c'est aussi peut-être en lien avec ce que vous disiez aussi, parce que la pensée des grands systèmes techniques, on a l'impression qu'elle s'est constituée au 19e siècle, etc. Or, elle a une ancienneté, on la retrouve dans la Chine impériale, on la retrouve en Égypte. Enfin, la question de la grande échelle de l'infrastructure, associée à d'immenses bureaucraties, à des systèmes d'esclavage, etc., a une ancienneté. Donc ça nous permet aussi de relativiser la place de la révolution industrielle et des nouvelles technologies. Et juste autre mini-chose aussi, et du coup, pour moi, ça signifie que l'entrée par les usages, se dire en fait on va changer la machine en utilisant différemment, ça a aussi des limites et c'est super compliqué puisque la technique n'est pas neutre. Et c'est là toute l'ambiguïté dans laquelle on se trouve, c'est qu'on est saturé d'objets technologiques qu'on ne peut pas changer. Et donc c'est une bataille qui est extrêmement difficile, même la figure de hacker-hackeuse ou de la régleur-régleuse, en fait, on n'a plus de prise sur les machines. Et donc la question vraiment se pose de savoir, utiliser certes différemment, mais comment transformer, démanteler ces systèmes. Absolument. On a un petit temps pour des questions de votre part, si vous souhaitez en poser. Les enjeux n'ont jamais été aussi hauts. Donc si vous avez, on a des micros sans fil à vous faire passer. Si vous avez des questions, vous pouvez vous signaler par un geste de votre choix. Merci pour la conférence, elle était super intéressante. Moi, j'ai une question sur les objets techniques en particulier. Moi, je ne suis pas très adhérent de la philosophie de dire que tous les objets techniques sont neutres, sont des outils qu'on pourrait utiliser soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Ils portent avec eux un monde, une idéologie, par leur fonctionnement et leur manière d'être produits. Et du coup, je me demande à quel point certains réseaux ou certaines manières d'informer ou certains objets techniques sont, comme l'IA par exemple, ne sont pas intrinsèquement problématiques. Pour l'IA par exemple, en consommation d'énergie, c'est astronomique. Et j'ai du mal à vraiment trouver des alternatives ou une manière de se réapproprier vraiment l'IA par exemple. This is a very practical question that in a revolutionary situation, we must all collectively figure out what technologies enrich our lives, what technologies have to be broken and completely remade, and which simply have to be destroyed and dismantled. That there's no question that so much of the infrastructure, for example, around weapons and financial speculation, has no legitimate place in human life. Ça, c'est une question qui est effectivement très pratique. Et je pense que dans une situation révolutionnaire, il faut absolument que justement on y réponde, qu'on trouve quelles technologies en fait viennent enrichir nos vies, quelles technologies doivent être déconstruites pour être ensuite refaites et lesquelles doivent être absolument détruites, démantelées. Et je pense qu'il y a toute une infrastructure, notamment de la spéculation financière, qu'on ne peut pas réutiliser, toute une infrastructure guerrière aussi, martiale, qu'il faut détruire et qu'on ne peut pas garder. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre ça. Bien sûr qu'on peut toujours faire le tri dans les choses qui nous sont proposées à un niveau sociétal pour pouvoir... on parle de temps révolutionnaire, mais moi on parle juste de temps humain et du témoignage de l'humain dans cette toute petite fenêtre qui nous est donnée de faire l'expérience de ce monde, d'accord ? Mais
encore une fois, je pense que ce problème de tri-là, pour comprendre que ces objets créent des besoins dont nous n'avons pas besoin, et que nous comprenons des solutions à ces besoins dont nous n'avons pas besoin, même si on pense en avoir besoin, on doit avoir un moyen de discrimination, c'est-à-dire capacité à discerner ces choses-là. On peut appeler ça l'esprit critique, le recul à distance, l'éducation, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous fait défaut en ce moment. Et non, l'utilisation des armes de l'ennemi, entre guillemets, ne sont pas des solutions, et y compris dans l'IA, où son utilisation même pour la contredire finit par la renforcer. Okay ? Mais, exemple de cette faillite cognitive, de quoi l'IA est-elle le nom aujourd'hui ? Au-delà de la perte de focus de l'humain qui perd sa capacité d'exploration pour une capacité de solution. De quoi l'IA est-elle le nom ? Bien sûr que c'est une technologie qui permet d'aller plus vite dans les recherches, qui permet à des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui permet de régler un certain nombre de problèmes. De quoi l'IA est-elle le nom ? De notre recherche infinie de l'altérité et de la compréhension de l'altérité. De quoi l'IA est-elle le nom ? De notre capacité à prêter par confiance à cette IA une capacité émotionnelle, une capacité réflexive. De quoi l'IA est-elle le nom ? Notre capacité donc émotionnelle, existentielle à communiquer avec la machine, donc faire naître dans la machine les mêmes conditions d'émergence de la conscience, donc pouvoir, depuis notre conscience, émerger dans la machine. Le nom de l'IA véritable est l'immortalité. À partir du moment où on commence à se placer sur ces endroits-là, cognitifs, métaphysiques de l'être, nous pouvons comprendre ce qui est en train de nous détruire et ce qui va nous construire. Nous n'avons pas à construire notre conscience, il n'y a rien à trouver, tout est déjà là. L'IA n'est qu'une illusion, encore et encore et encore, de la mort. Mourir avant l'IA, pourquoi pas ? Pour aussi donner un élément de réponse, il y a une question qui doit se poser, c'est où est-ce qu'on place ce curseur ? Parce que ça pose une question ontologique en fait. Est-ce qu'une technologie est en soi problématique ? Et en fait, ça pose la question de comment est-ce qu'on place le curseur de ce qu'on considère d'ontologiquement problématique ? Et ça en soi, c'est une question morale. Donc déjà, il y a un problème. Par exemple, il y a un sujet sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches quand je me suis intéressé au féminisme anti-trans. Ça a été qu'il y a eu tout un pan en fait de féminisme qui s'est développé en opposition à toutes les technologies modernes de reproduction. Et en vrai, c'est vrai que tu avais une critique, notamment décoloniale, du fait que la pilule, parce que quand on parle beaucoup de technologie, on a beaucoup l'impression de parler de circuits imprimés et tout, mais les technologies biologiques et médicales sont au cœur de ça. Et la pilule, l'avortement, etc., a d'abord été testé de force sur des populations colonisées. Et c'était en ce nom-là que des féministes s'opposaient aux technologies de reproduction médicale. De même, la médecine a été une structure, et encore aujourd'hui, une structure extrêmement patriarcale. Et en fait, quand on observe ces champs théoriques en fait, qu'il y avait à l'époque, qui considéraient donc la pilule en fait, comme ontologiquement négative, on comprend pourquoi elles disent ça. Parce que fondamentalement, leur critique a quelque chose de bon. La fondatrice de la pensée anti-trans, Janice Raymond, elle était le reflet des angoisses du moment féministe en fait, de son époque. Donc c'est pour ça que la question du curseur qu'on pose à ce moment-là, elle est fondamentalement morale. C'est quoi le curseur qu'on place entre les bloqueurs de puberté qui sont nécessaires pour notamment faire une pause en attendant de comprendre son genre quand on est en plein milieu de l'enfance, etc. Et la castration chimique, si ce n'est une question de dosage. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec la question ontologique en fait là-dessus. Pour revenir sur le débat autour de l'IA, pourquoi l'IA pose problème ? Il y a beaucoup d'aspects en fait autour du débat de l'IA, mais il y a une question, celle du vol massif de données, et l'autre question, c'est celle des capacités énergétiques. Le problème du vol massif de données, c'est avant tout parce que, là, je vais faire un peu du mélanchonisme, mais l'entièreté du savoir humain
est aujourd'hui numérisé, ce qu'il appelle, ce que d'autres ont appelé la noosphère, la sphère de la connaissance, etc., est privatisé. Donc forcément, le fait de récupérer des données ne peut que se faire sous l'angle du vol. Si on considère que l'entièreté des connaissances humaines doit être mise à disposition gratuitement, la question du vol ne se pose plus. De la même façon, cette décapacité énergétique, c'est parce que aussi le système de croissance et de production énergétique fonctionne selon un principe économique de croissance infinie et de mépris des limites planétaires. Donc en fait, c'est aussi pour ça que sur cette question ontologique, il faut d'abord se poser de ok, d'accord, donc avant de se dire est-ce que ça c'est mal, c'est quoi d'abord les conditions de possibilité de cette technologie, voilà, parce que j'ai un peu un problème à poser des trucs de c'est intrinsèquement mal et c'est intrinsèquement bien et tout, quoi. Et je dirais juste, t'avais fini ? Juste rajouter un truc là-dessus, c'est qu'en effet, évidemment, la technique n'est pas neutre. Et il y a toute une tradition de pensée qui s'est appliquée à en faire la démonstration. Et c'est notamment les penseurs de ce qu'on appelle les LTS. LTS, c'est Large Technical System, qui renvoie aussi à la figure de la méga-machine, et en donnant un certain nombre de critères, en disant quand on a un système technique qui est hors d'échelle, qui fonctionne avec des systèmes d'opacité, des réseaux d'experts qui se démultiplient, où la prise échappe à celles et ceux qui la pratiquent, où on ne peut plus réguler, intervenir dans, etc. Donc toutes ces caractéristiques, et ça depuis en plus les années 80, donc c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a une pensée critique super forte là-dessus. Et aujourd'hui, encore malgré tout, on se retrouve en prise avec en fait ces systèmes-là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, du coup, j'arrête. Okay. Hein? Oui, ouais. Non, mais il y avait, ouais. Okay. Alors, on va peut-être avoir le temps pour. Oh, oui. Alors, en fait, oui, bonjour tout le monde. Ça serait pour poser une question. Oui, je suis là. Coucou. Voilà. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est du coup, sachant qu'on détermine certains types de technologies comme étant considérées comme problématiques ou nuisibles ou ainsi de suite. La question que moi je me pose en fait, c'est du coup, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Est-ce qu'on va dans un data center, on y fout le feu ? Est-ce que, je sais pas, on prend Elon Musk, on lui fout 2 baffes dans la gueule en lui disant d'arrêter ou ce genre de choses ? Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est que la majorité des problèmes qu'on a surtout énumérés en fait vis-à-vis des nouvelles technologies, c'est par exemple, si on prend l'exemple de l'IA, le fait que ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, etc. Et le problème, c'est que un technosolutionniste bien scientiste, il va vous dire ouais, c'est très bien, 3 semaines plus tard, on trouve la fusion nucléaire. Du coup, est-ce que le problème, il est toujours là, en fait ? Donc, à partir de ce moment-là, ma question essentielle, c'est est-ce que dans l'opposition fondamentale d'une technologie ou autre, c'est plus des arguments philosophiques, spirituels ou autres, ou voire moraux qui s'appliquent, ou juste réellement en fait des conséquences directes et observables qu'on observe non seulement sur nous-mêmes, sur notre psyché, sur notre rapport vis-à-vis de la nature. Et du coup, c'était vis-à-vis de tout ça, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est les deux. Juste avant, je reboucle un peu parce que j'avais trouvé, je voulais dire tout à l'heure que, en fait, le système électrique, mais ça répond aussi à cette question, en fait, le système électrique français, en fait, il a une nature qui est nucléaire. Les grandes dorsales électriques des lignes à très haute tension ont été construites pour le nucléaire. Les énergies renouvelables, elles sont intégrées dans un système, il y a une hiérarchie historique, en fait... ouais, il faut le démanteler. En fait, on ne peut pas le faire fonctionner différemment, on ne peut pas le réparer. Donc, il y a une approche là-dessus assez... enfin, voilà. Et donc, la question, c'est en effet, qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense qu'il y a des choses, on a tous des clés dans nos travaux respectifs, que ce soit par la fiction, par les sciences sociales. Quand tu disais tout à l'heure, on casse nos téléphones, en fait, et on sort de certains réseaux pour se retrouver aussi différemment, essayer de repenser des choses à des échelles aussi plus communautaires, à des échelles municipales. En fait, il y a comme des foisonnements d'exemples et de perspectives. Et puis aussi, la question de la sobriété et de la nécessité. On se dit, en fait, le numérique, mais peut-être, je sais pas, 1/10, 1/100 du numérique qu'on a aujourd'hui, nous suffirait peut-être pour certaines choses fondamentales, discuter avec d'autres collectifs au bout du monde ou pour des systèmes liés à la santé. Enfin, aujourd'hui, la majorité des machines, elles tournent pour la finance,
Et c'est à la fois, oui, des questions d'ontologie, de ce dont on a besoin pour vivre, et puis de transformation profonde, et aussi de toute la question de la récupération de savoir technique, parce qu'on se retrouve complètement sidéré aussi face à ces machines. Et, Je suis joueuse de Go, et au Go, on dit les murs, quand on construit des murs, en face, on construit d'autres murs. Donc je ne suis pas certaine que envisager les choses contre, ce soit productif. Je pense que c'est assez une évidence maintenant que pour moi, le problème, il est avant tout spirituel. Nous avons atrophié notre rapport à l'invisible et nous l'avons rempli de possibles, concrets, incarnés. Nous avons besoin de retrouver ce champ ouvert, en fait, qui nous permet de communiquer à d'autres endroits, et notamment pour parler de cette altérité du langage qui m'a semblé être vraiment l'endroit où la discussion a basculé ce matin. Merci. Thank you. Il me semble qu'on doit retrouver une capacité à communiquer et à sentir différemment. On parlait tout à l'heure d'ontologie, on parlait de discernement entre le bien et le mal. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on en est vraiment au point où on va se poser la question de savoir si oui ou non on sait si quelque chose est mal ou pas? Come on. Je veux dire, on mérite mieux que ça et on est mieux que ça. Nous devons avant tout reprendre confiance en notre capacité d'agir et dans notre capacité à créer du lien. Aujourd'hui, moi je parle d'amour partout. Je peux être une grosse patate, mon amour, hein, que les choses soient claires. J'ai pas envie de me poster à un endroit moral, de valeur ou de vertu ou machin, etc. Non, non. Mais par contre, je pense qu'il y a un vrai élan à saisir aujourd'hui pour pouvoir dire à quel point tout le monde se trompe quand on parle d'amour. Et notre capacité à aimer les data centers, je vous troll un peu, mais je me fais plaisir. Notre capacité à aimer les data centers, ça nous donnera la solution de comment s'en passer, en fait. Mais on ne va pas trouver les solutions en contre. On va trouver les solutions en dedans des choses, à la source, à la racine même des choses qui fait naître des matières dans notre perception. Le problème phénoménologique de l'incarnation technologique, c'est même plus un problème moral. C'est un problème de responsabilité de la conscience avant tout. Nous avons oublié que nous avons une responsabilité de la conscience. Nous avons même nié la conscience à ce qu'on a assigné à l'état de nature pour bien pouvoir la dominer, la coloniser. Et nous avons assigné cet état de nature à des choses que nous souhaitons coloniser. Genre le corps des meufs. C'est la nature. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Si on peut péter un arbre, on peut bien péter une meuf. Je vous retrolle pas, là, par contre. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut... si on veut agir, que faire? Mais aimer. Aimer toujours plus. Et c'est dans cette solution-là, et c'est dans cette question-là de l'amour central de notre existence et du témoignage de l'existence que nous réussirons à trouver des solutions. On ne peut pas faire sans, on sera toujours en résistance, on sera toujours en lutte. La lutte n'a pas de fin, comme l'amour, comme la connerie. On va avoir le temps pour une dernière question. Désolé de revenir avec des considérations basiques. Oui, bonjour, merci beaucoup. Effectivement, ça semblera très terre-à-terre après cette envolée lyrique, mais je me posais la question, tout à l'heure a été évoquée la question de l'évolution du réseau, notamment électrique, mais justement dans la dualité entre la technologie de manière commune et le côté local, il y a de nombreuses technologies qui profitent d'une nécessité d'échelle aussi, que ce soit dans l'amortissement de la construction et de l'entretien des infrastructures, que ce soit dans la production, là l'électricité en est un cas. Et puis à Lyon, on a le cas particulier aussi du chauffage, même le chauffage au niveau collectif. Il n'y a pas que le collectivisme au niveau d'un immeuble ou d'une copropriété avec une chaudière, mais on est une des villes de France où il y a la chance d'avoir un chauffage urbain, par exemple,
où il y a une valorisation de déchets, de chaleur perdue, de notre propre mode de vie en société, qui finalement permet aussi de chauffer de l'eau et de faire circuler de l'eau très chaude ou de la vapeur dans des tuyaux sous toute la ville. Et finalement, on économise en masse de chauffer une grosse masse de chaux dans un immeuble plutôt que de chauffer des petites maisons individuelles. Et ce côté de collectivisme local à Lyon ne se ferait pas s'il n'y avait pas au-dessus le département ou la région qui essaye de mettre ensemble plusieurs centrales ou des collectivisations de déchets. Et puis pour l'électricité, que ce soit EDF ou que ce soit le train que malheureusement on délocalise plus en repoussant les pertes, en laissant les régions se débrouiller plutôt que de dire non, on a quelque chose de national et on va permettre d'entretenir des petites lignes grâce à une rentabilité à l'échelle pour du service local. Donc ça, il y a quand même une dualité complexe, je trouve, entre ce qui devrait être petit et ce qui devrait être plus grand, national, voire maintenant européen, quoi, qu'elle soit plus économiquement libérale que posée. Donc voilà, dans les comparaisons étrangères qui peuvent se faire avec d'autres problématiques, Sur l'architecture du réseau, en fait, on peut l'imaginer 1001 configurations réseau, 1001 modes d'interconnexion. Il n'y a pas juste la toute petite échelle déconnectée ou le grand réseau et la plaque européenne. En fait, et c'est ça, en fait, toute la complexité. Et je pense que c'est un art de la lenteur. Et là, on revient à des questions de comment, en fait, on arrive à construire de la diversité infrastructurelle avec des approches qui relèvent peut-être aussi de la cosmotechnique par rapport à des spécificités territoriales, inverser la hiérarchie historique du système électrique. On peut imaginer, en fait, dans l'histoire des modèles de l'architecture réseau, il y a eu plein d'idées, et il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être testées différemment. Et en fait, penser différemment l'architecture des réseaux, ça ne veut pas dire tout couper, penser que du petit, mais on peut imaginer des îlots qui soient autonomes, d'autres qui soient interconnectés à des échelles régionales, un grand réseau plus national, voire même international, qui soit un service de backup. Ce serait quoi penser aussi de l'intermittence électrique? Est-ce qu'on a besoin d'électricité tout le temps pour tout? Alors pour certains usages et pour la santé, etc., oui, probablement, mais pour d'autres, non. Donc en fait, c'est arriver à aussi ramener de la diversité et de la complexité. Alors ce qui est très dur à penser pour les ingénieurs et pour l'histoire des techniques, puisqu'on est dans un monde technique qui est homogénéisé à outrance, parce qu'on parle toujours de gains de productivité et d'échelle, etc. Mais si on sort de cette pensée-là, oui, il y a une diversité infrastructurelle et on peut penser 1000 autres architectures réseau. La question de l'échelle, c'est la question de la démocratie, ou dit sans langue de bois, la question du contrôle et du pouvoir. C'est-à-dire que l'intérêt, par exemple, qu'il y a dans le communalisme, c'est aussi que c'est une échelle à laquelle, en fait, les intérêts humains peuvent davantage être gérés. Enfin, c'est-à-dire que à l'échelle internationale, comment est-ce que tu décides pour absolument tout le monde, tu vois? Donc, tu as un truc aussi de... c'est pas une question technique, c'est une question politique. Et donc en fait là-dessus, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on identifie les besoins, comment dire, quelles sont les questions politiques qui sont posées par telle et telle technologie, tel et tel réseau, etc. Et du coup, comment on garantit un contrôle démocratique, etc. Ou plutôt une garantie de pouvoir qui échappe le moins possible, on va dire, au peuple. Voilà. Ce sera le mot de la fin. On arrive au bout du temps imparti. Merci à vous 5 pour votre participation. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Bon festival et bonne fin de week-end.